Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va entamer le troisième chapitre qui est l'énergie solaire. Donc on a vu les définitions, l'atmosphère qui était un chapitre assez consistant où on a vu plusieurs paramètres atmosphériques, plusieurs circulations, que ce soit océanique, atmosphérique, formation du nuage, ainsi de suite. Maintenant on va voir un autre chapitre, un nouveau chapitre qui est l'énergie solaire, qui est aussi très important, qui va nous montrer l'intérêt de la température sur Terre, ses variations, sa distribution, ainsi que cette énergie solaire, comment elle contribue dans l'équilibre climatique et dans le changement climatique. Bien sûr, équilibre à l'état normal et changement quand on contribue à l'augmentation de cette température. Très bien, donc comme d'habitude, on commence par poser quelques questions. Malheureusement, vous n'êtes pas là pour répondre et pour participer à l'animation du cours, mais comme toujours, on pose des questions. Pourquoi on s'intéresse à l'énergie solaire? Quelle est la particularité de cette énergie? C'est quoi cette énergie? Quel est son rôle? Ainsi de suite. Donc, on s'intéresse à l'énergie solaire parce que c'est le dynamo de toutes les circulations, que ce soit atmosphérique ou bien océanique, et de plusieurs activités, métabolisme, des êtres vivants, ainsi de suite. Donc, l'énergie solaire, bien rayonnement solaire, c'est lui qui réchauffe la planète. C'est la source de température. Sans énergie solaire, bien sans rayonnement solaire, la température elle sera très basse comme dans les planètes voisinantes. Donc, grâce au soleil, grâce à l'énergie solaire, la température sur Terre est ambiante, elle laisse la vie sur Terre. Ça, c'est le point le plus important. Bien sûr, il y a plusieurs autres avantages et plusieurs rôles de cette énergie solaire. C'est que cette énergie solaire assure le renouvellement de la couche d'ozone, ce qui est très important, par le biais des ultraviolets qu'on a vu dans le chapitre atmosphère. L'énergie solaire est la source de métabolisme des végétaux, donc toute la photosynthèse, la fixation de CO2, la transpiration des végétaux, ainsi de suite. Tout ça est contrôlé et animé par l'énergie solaire. Un rôle très important dans le cycle de l'eau, bien sûr, que ce soit par l'évaporation des plans d'eau ou bien par l'évapotranspiration des végétaux. Donc, il contribue au déclenchement et à la circulation de ce cycle. C'est lui le dynamo de ce cycle. Sans température nécessaire pour l'évaporation, il n'y aura pas d'évaporation, il n'y aura pas de précipitation, il n'y aura pas d'écoulement, ainsi de suite. Donc c'est un moteur de ce cycle. Ensuite, utilisation dans les énergies renouvelables. On peut utiliser cette énergie solaire pour fabriquer ou bien pour faire de l'énergie verte, et cela nous laisse s'emparer des anciennes techniques de fabrication d'énergie qui émettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et qui contribuent au réchauffement de la planète.
Donc en utilisant cette énergie renouvelable, énergie verte, donc on va diminuer nos émissions CO2 et on va diminuer la température globale sur Terre. C'est en grosso modo l'intérêt de l'énergie solaire dans l'équilibre climatique et dans le climat en général. Maintenant, c'est quoi cette énergie solaire? L'énergie solaire est un rayonnement et ce rayonnement est constitué de plusieurs ondes électromagnétiques. On les appelle les ondes électromagnétiques. Donc elles sont constituées de deux champs, un champ électrique et un champ magnétique. Donc ces ondes ont des longueurs et des fréquences variables allant de rayons ou bien les petites longueurs d'onde, donc les rayons gamma, jusqu'aux ondes radio, les grandes longueurs d'onde. On voit ici que à chaque fois qu'on a l'augmentation de la longueur d'onde, donc on aura diminution de l'énergie qui va avec cette onde. Donc les énergies les plus importantes, on va les retrouver associées à de petites longueurs d'onde. L'être humain peut voir uniquement, ou bien peut capter uniquement les ondes et les longueurs d'onde comprises entre 0,4 micromètres et 0,7 micromètres, ou bien 0, jusqu'à 0,8, tout dépend des personnes. Et ce domaine, on l'appelle le domaine visible. Autre que le domaine visible, on peut citer le domaine infrarouge et le domaine ultraviolet. Ce sont les domaines où les êtres vivants s'interagissent le plus, donc depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Maintenant, on va voir comment ce rayonnement, ces longueurs d'onde qui arrivent sur Terre, comment elles réchauffent la Terre. On sait que le Soleil est très très loin de la Terre, mais quand même elle arrive à la réchauffer. En général, on a trois types de transport ou bien de circulation de l'énergie thermique. Propagation, pardon, voilà, j'ai retrouvé le terme. Donc l'énergie thermique se propage par trois façons, soit par conduction, ou bien par radiation. Donc ici on montre un exemple très simple. Donc quand on réchauffe un liquide dans une casserole, donc on remarque que le poignet de la casserole sera chaud. Donc il y avait une transmission de l'énergie thermique par le B de la conduction. Donc il a été conduit depuis le métal jusqu'au poignet, et on peut ressentir cette augmentation de température. Donc ici on a une propagation dans un milieu solide. Conduction, c'est dans le solide. Ensuite, on peut constater aussi après quelques minutes que le liquide il va se réchauffer et il va commencer à faire des convections et qui vont emmener à l'ébullition. Donc
cette transmission d'énergie est par convection. Donc la propagation dans les liquides, c'est par convection. Maintenant, quand on rapproche notre main à quelques centimètres de la source de feu, on constate que ça devient de plus en plus chaud. Quand on se rapproche, ça devient de plus en plus chaud. Donc cette constatation, il n'y a pas de contact avec une source thermique, mais on sent cette température. Donc ici, c'est des radiations. C'est ce qu'on appelle les radiations. De la même manière, le soleil émet des radiations solaires qui vont arriver sur Terre et qui vont réchauffer la Terre. Donc ici, ce qu'on doit mettre en tête, c'est cette notion de distance. Donc, malgré il y a une grande distance entre la Terre et le Soleil, mais le Soleil réchauffe la Terre par la radiation. Maintenant, on va voir c'est quoi cette radiation. Tout corps possédant une température supérieure à 0 degré Kelvin peut émettre une radiation. Cette radiation, elle va augmenter à chaque fois que le corps sera plus chaud. Selon la loi de Stephen Boltzmann, un corps possédant une surface et qui est réchauffé à une certaine température, elle va émettre une radiation. Cette radiation, elle va être dépendante de son émissivité, sigma, et de la constante de Stephen Boltzmann. Donc la radiation, elle est exprimée en watts par mètre carré. Si on prend l'exemple du soleil, donc c'est le soleil, on peut le considérer comme une sphère. Donc il a une surface d'une sphère. Ensuite, une température connue à la surface. Sigma, l'émissivité, ici on la considère égale à 1 parce que le soleil est considéré comme un corps émetteur d'excellence. Donc c'est un corps noir. En physique quantique, on le considère comme un corps noir. Cela veut dire qu'il émet toute l'énergie qu'il reçoit. C'est lui la source de cette énergie. Donc l'émissivité est maximale, est égale à 1. Donc si on connaît la température du soleil qui est 5500 degrés C ou bien 5773 Kelvin, donc on peut, et en connaissant la surface de la Terre, on peut appliquer cette loi. Juste pour rappel, il faut la température qu'elle soit en Kelvin. Et vous voyez ici dans la loi, la température est élevée en puissance 4. Donc à chaque fois que la température du corps augmente, une augmentation exponentielle de la radiation. Donc c'est ça la loi de Stephen Boltzmann. À chaque fois qu'on réchauffe un corps, elle va émettre plus. Donc, si on applique pour le soleil, on trouvera que cette radiation est équivalente à 60 millions de watts par mètre carré. C'est la radiation solaire à la surface du soleil. C'est juste à la surface du soleil. Maintenant, au bout de son chemin, cet éclairement solaire, il va rencontrer des planètes, des ceintures d'astéroïdes, des poussières cosmiques, ainsi de suite.
et la quantité qui arrive à la surface de l'atmosphère, à la dernière couche de l'atmosphère, est équivalente à 1370 watts par mètre carré. Ensuite, cette quantité, elle va entrer dans l'atmosphère, elle va retrouver les différentes couches, couche d'ozone, couche la stratosphère, la troposphère. Ces couches possèdent des aérosols, de la vapeur d'eau, ainsi de suite. Donc, uniquement 340, il y a 341 plus exactement, watts par mètre carré va arriver à la surface de la Terre. 340, c'est la quantité qui arrive à l'équateur. On va voir ensuite comment cette énergie va être répartie inégalement sur le globe. Maintenant, cette quantité qui arrive, elle ramène avec elle une température et une énergie. Cette énergie, elle est concentrée dans le domaine visible. La température du soleil, on peut la remplacer ici, et en utilisant cette loi, on peut trouver l'onde où le maximum d'énergie se situe. Donc, en remplaçant ici la température en Kelvin, en remplaçant 5773, on trouvera que la lambda maximale pour le soleil, elle va être autour de 0,5 micromètres. Donc, autour du domaine visible, c'est le maximum d'énergie qui arrive sur Terre. Ensuite, ça c'est pendant la journée. Maintenant, pendant la nuit, la Terre elle va absorber toute l'énergie qu'elle reçoit pendant la journée, et durant la nuit, la Terre elle va émettre, elle va devenir comme un corps noir, donc elle va émettre à son tour de l'énergie. Elle a été réchauffée par le soleil pendant la journée, et pendant la nuit, elle va réémettre, selon la loi de Stephen Boltzmann, une radiation. Mais cette radiation, elle va être dans les grandes longueurs d'onde. L'énergie liée à la Terre, si on prend la température moyenne de 15 degrés, donc c'est 298 Kelvin, on la remplace, on trouve c'est autour de 9,5 ou bien autour de 10 micromètres. Donc c'est le domaine thermique. Donc la Terre, elle émet dans le domaine thermique plus d'énergie, et le Soleil émet dans le domaine visible plus d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est uniquement l'énergie dans cet intervalle, domaine visible, qui arrive en grande quantité sur Terre. J'explique. L'énergie solaire, le rayonnement solaire, c'est plusieurs longueurs d'onde. Il arrive au top de l'atmosphère, bien aux dernières couches de l'atmosphère. Ensuite, l'atmosphère, elle va se comporter comme un filtre. Il va filtrer cette énergie solaire. Il va laisser uniquement quelques longueurs d'onde à passer. Évidemment, le visible, où on a vu ici que c'est la grande quantité d'énergie qui arrive sur Terre, et elle va laisser quelques autres énergies dans le domaine infrarouge, mais avec des quantités minimes. On peut pas constater ça, mais le plus important c'est autour de 0,4, 0,3 jusqu'à 0,8, 0,9 micromètres. Donc l'atmosphère,
possède, on les appelle les fenêtres atmosphériques, possède une fenêtre dans le visible et il ne laisse pas passer les autres énergies, notamment les ultraviolets qui sont nocifs à notre santé. Ensuite, si on compare l'atmosphère en entièrement, donc il forme un obstacle, ou bien il ne laisse pas passer quelques énergies. Mais l'atmosphère est composée de plusieurs gaz, H2O, CO2, O3, N2, CH4, ainsi de suite. Maintenant, on va voir chaque gaz seul. Donc, H2O, la vapeur d'eau, elle laisse passer le domaine visible et les domaines allant de l'ultraviolet jusqu'au visible. Et elle possède aussi des fenêtres autour de 4 micromètres et autour de 2 micromètres. Donc, il y a quand même des fenêtres atmosphériques liées à la présence de H2O. Donc, à chaque fois que l'atmosphère est enrichie en H2O, cette quantité d'énergie, elle va être amplifiée. Donc, si la quantité, par exemple, 80% de visible, si l'atmosphère laisse passer 80% de visible, si cette atmosphère est très riche en H2O, on va avoir plus d'énergie, donc plus de température. La même chose avec CO2, mais pour toute la gamme des longueurs d'onde. Donc, à chaque fois que l'atmosphère s'enrichit avec CO2, elle va devenir de plus en plus transparent pour plus de longueur d'onde, donc plus de température va arriver sur Terre. L'ozone O3, comme on l'a vu dans la partie atmosphère, donc il laisse passer presque toutes les longueurs d'onde, mais il est opaque pour les ultraviolets, donc il ne laisse pas passer les ultraviolets. Et on a vu que les ultraviolets sont des ondes avec une quantité importante d'énergie. Donc l'ozone, il régularise la température de la Terre avec des proportions très importantes. Et cette couche d'ozone, on a vu comment elle peut se dégrader, elle peut se reconstruire, ainsi de suite. Donc il faut faire référence au chapitre atmosphère. N2 est presque transparent pour toutes les longueurs d'onde. Donc en augmentant la quantité de ce gaz, on augmente la transparentité de l'atmosphère. La même chose pour CH4. Donc ici on voit l'importance de garder la composition primitive de l'atmosphère et de ne pas contribuer à l'augmentation de certains gaz dans l'atmosphère. Ce qu'on va voir dans la partie gaz à effet de serre. Pardon. Maintenant, cette énergie laissée passer par l'atmosphère, elle va arriver à la surface de la Terre et elle va interagir avec la surface de la Terre et la première couche de l'atmosphère. On a vu que dans la troposphère, il y a les nuages, les aérosols et la plupart des mécanismes vitaux se produisent dans cette couche atmosphérique. Donc la même chose ici, on va se concentrer sur cette couche vétale de l'atmosphère et sur la surface de la Terre. Donc la quantité d'énergie 341 watts par mètre carré, elle va arriver à la troposphère. Ensuite, en interageant avec les aérosols, les nuages, et ainsi de suite, plusieurs éléments
de cette quantité, elles vont être réfléchies et renvoyées dans l'atmosphère. Uniquement 161 watts par mètre carré vont arriver à la surface de la Terre et vont être absorbés par la Terre. Ensuite, la Terre, comme on a vu tout à l'heure, elle va réémettre une énergie dans le domaine thermique. Donc cette quantité est équivalente à 396 watts par mètre carré. Et pourquoi on avait 161 et la Terre réémet 396? Parce que tout simplement, cette quantité, quand elle remonte, il y a toujours, puisque l'atmosphère, on a dit qu'elle est opaque pour les ondes thermiques, donc il ne va pas être renvoyé à l'atmosphère comme ici, mais elle va être réémis par l'atmosphère lui-même et rebondir ou bien renvoyer dans la Terre et absorber, ainsi de suite. Donc il y a un cycle, ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. Ça c'est l'effet de serre naturel. Donc il y a une énergie qui va se recycler uniquement ici. C'est grâce à cet effet de serre naturel qu'on a des températures ambiantes la nuit. S'il n'y avait pas ces caractéristiques, que ce soit la réémission de la Terre ou bien l'opacité de l'atmosphère, on aurait des températures glaciales la nuit. Donc, en grosso modo, il y a des quantités d'énergie qui arrivent sur Terre et grâce aux caractéristiques de l'absorption de la Terre et la réémission, on aura des températures ambiantes et des climats plus ou moins normaux. Maintenant, vous voyez que il n'y a pas toute l'énergie qui sera absorbée par Terre, mais il y a des quantités qui vont être réfléchies. Ces quantités réfléchies diffèrent de type d'occupation du sol à un autre, ce qu'on appelle l'albédo. Par exemple, la quantité qui va être réfléchie par un corps blanc, l'exemple de la neige, et un autre corps, on prend l'exemple de la végétation et de l'eau, n'est pas du tout la même. Les corps blancs ont la particularité de réfléchir jusqu'à 80% de l'énergie reçue. Donc les calottes glaciaires, les surfaces neigeuses réfléchissent plus de quantité, elles vont renvoyer cette énergie à l'atmosphère. Donc on aura moins de température. Donc ces surfaces de glace et de neige contribuent à la régularisation de la température mondiale. C'est pour ça qu'on dit dans les calottes glaciaires, que ce soit dans l'Arctique ou bien l'Antarctique, que la fonte des neiges contribue à l'augmentation de la température de la Terre. Parce que si on a une surface neigeuse ou bien de glace, elle va réfléchir l'énergie reçue. Contrairement, si on avait de l'eau, elle va absorber cette quantité et elle va être réémise et elle va contribuer au réchauffement climatique. Ici, on voit un peu dans le domaine ou bien dans l'activité journalière des êtres vivants, qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à l'augmentation de l'albédo de la Terre. Par exemple, par les constructions, tout ce qui est artificiel généralement contribue à l'augmentation de
de l'albédo. Donc il y aura absorption de l'énergie solaire. Maintenant, les corps ou bien les surfaces végétales absorbent de l'énergie solaire, mais cette énergie, elle n'est pas réémise. Donc elle l'absorbe et elle la consomme dans la photosynthèse. Donc avoir de la végétation qui absorbe de l'énergie solaire, c'est pas la même chose que avoir un corps synthétique qui absorbe et qui est réémis. Donc c'est ça la différence. Maintenant, on va voir. Ici, on a vu que la surface de la Terre et ses paysages, sa nature, elle est très importante dans l'équilibre climatique. Donc, avoir de la végétation, de la neige, des terres contribue à l'équilibre climatique. Avoir plus de choses synthétiques, moins de surface neigeuse, moins de végétation, contribue à l'augmentation de la température de la Terre. Maintenant, on va voir un autre type de répartition de l'énergie sur Terre. C'est le fait que la Terre est sphérique et le fait que l'énergie vient d'un angle bien précis. Et cela va nous donner des répartitions inégales de l'énergie thermique et de l'énergie solaire sur Terre, et cela va donner plusieurs bien différentes saisons. On voit ici un exemple, donc une lampe. Si on remarque que la lampe, la diffusion de l'énergie de l'éclairement, on l'appelle éclairement, l'éclairement, elle va être circulaire, et à chaque fois qu'on s'éloigne de la source, la surface éclaircie, elle va être importante, mais l'énergie, ou bien la température, si on parle de température, elle va diminuer à chaque fois qu'on s'éloigne de la source. Donc vous voyez ici, c'est lux, c'est une unité de mesure de l'éclairage, l'intensité de l'éclairage. De la même manière, donc à chaque fois qu'on s'éloigne du soleil, les rayons deviennent lents et la quantité d'énergie, elle va être diffusée, donc elle arrive en quantité moins importante. Si on prend l'exemple de la Terre, donc les rayons qui vont arriver à l'équateur, ils vont arriver avec une énergie très importante parce que la distance elle est courte, et on est dans le centre de la surface éclaircie. Contrairement aux rayons qui vont alimenter les pôles, ces rayons vont être réduits et la quantité d'énergie elle va être minime. Si on regarde cette carte montrant la répartition de la radiation solaire sur Terre, on constate que la grande quantité elle est autour de l'équateur et des zones tropicales, dans les deux tropiques, le Cancer et le Capricorne. Ensuite, elle diminue en allant vers les pôles. Juste une parenthèse, vous voyez que l'Algérie elle est située dans une zone à éclairement solaire très important. Donc cela nous donne un exemple sur
la possibilité d'exploiter les énergies renouvelables en Algérie. Donc ici, c'est des points où on a le maximum de radiation solaire. Donc l'Algérie, elle fait partie. Maintenant, on va voir les conséquences de cette répartition inégale de la radiation solaire sur Terre. Donc tout simplement, elle va nous donner différents climats. Donc, zone polaire froide, zone tempérée entre 30 jusqu'à 60 degrés nord et sud, et une zone chaude ou intertropicale. Donc la zone chaude va de l'équateur jusqu'au tropique. Et vous voyez ici, on a des températures moyennes annuelles. Donc la courbe de 20 degrés, la courbe de 0 degrés, et la même chose en allant vers le sud. Donc, différents climats. La répartition inégale, elle donne différents climats et elle donne aussi des saisons différentes. Et les saisons, c'est lié à l'inclinaison de la Terre. Par exemple, si on prend l'exemple de l'hiver et de l'été, on les appelle solstice d'hiver, bien solstice d'été. Donc le soleil va être incliné de la Terre, l'axe de la Terre va être incliné de 23 degrés. Mais l'inclinaison le côté d'inclinaison, elle va être différente. On va le voir ensuite. Et on constate ici que en hiver, la Terre, en hiver, bien sûr, on parle toujours de l'hémisphère nord. Parce que si on parle de l'hémisphère sud, ça va être le contraire. Ici, on aura l'été et ici, on aura l'hiver. On parle toujours de l'hémisphère nord. Donc, dans l'hémisphère nord, en hiver, la Terre, elle est proche du Soleil. Mais, grâce à l'inclinaison de la Terre, on aura au nord moins de surface éclaircie. On va le voir en détail ensuite. Et en été, l'axe, l'inclinaison, elle va être du côté du soleil, malgré que le soleil est loin, mais la quantité d'énergie qui va arriver à l'hémisphère nord est importante. Donc on aura l'été. Donc on va essayer d'expliquer. Ici on a l'axe de rotation de la Terre. En été, cet axe, il va être incliné de 23 degrés. Donc plus de surface dans l'hémisphère nord, elle va être alimentée par les rayons directs. Donc plus d'énergie va être reçue par l'hémisphère nord. Donc on aura l'été. En hiver, l'inclinaison, elle est de ce côté-là. Donc la quantité qui arrive à l'hémisphère nord, elle est diffuse. Donc moins d'énergie va arriver à l'hémisphère nord, donc on aura hiver. Maintenant, on va voir comment mesurer ou bien comment cette température va être exprimée dans une région ou bien dans une localité donnée. Les mesures se font à l'aide des thermomètres. Maintenant, on a des capteurs électroniques qui mesurent automatiquement la température. Et généralement, chaque station météorologique elle est équipée
d'appareillage de mesure de température. Donc ici, je vous ai donné quatre exemples. Deux exemples au sud de l'Algérie. Ain Salah, c'est à l'extrême sud de l'Algérie. Djelfa, dans les ports du désert de l'Algérie. Oran, c'est le nord-ouest de l'Algérie. Et Annaba, c'est le nord-est. Entre Annaba et Oran, en termes de latitude, il y a presque 1 degré de différence. Donc, les températures sont enregistrées quotidiennement et on prend toujours, comme les autres mesures de précipitation bien de vent, c'est toujours on prend des moyennes. Si on veut calculer, mesurer la température journalière, on va prendre une moyenne. Quand on dit que ça va faire 35 degrés, c'est toujours la moyenne. Et la température, elle est toujours mesurée à l'ombre, pour éviter les problèmes d'albédo, ainsi de suite. Donc la température, elle doit se mesurer à l'ombre et on prend toujours une moyenne. Maintenant, pour un jour, la température, elle va varier chaque heure, la température varie. Depuis le lever du soleil, on a une température qui va augmenter jusqu'au coucher de soleil, et elle va diminuer aussi jusqu'au lever du soleil. Donc c'est une courbe très variable, et le maximum de température c'est généralement vers 11h, 14h généralement. Ici on a en rouge les températures maximales, donc c'est la température pendant la journée, et en bleu c'est la température minimale, donc pendant la nuit. Donc Ain Salah, extrême sud, on s'approche de tropique, donc on a des températures très élevées la journée qui vont redescendre la nuit jusqu'à 25, avec un écart de presque 15 degrés, ce qui est énorme. Donc à Djelfa, moins, parce que on s'approche de la mer, donc il y a cet effet, la température va diminuer, par exemple maximale 35, et la nuit elle va retomber jusqu'à 16-17 degrés, mais on a toujours cet écart de 15 degrés. Si on part vers les zones côtières, la température elle ne dépasse pas généralement les 30 degrés en été, et la température la nuit elle peut descendre jusqu'à 19-20. L'écart, vous voyez que l'écart il est minime. La même chose à Oran, avec plus de degrés en été. Maintenant, si on veut analyser une série de températures pour plusieurs années, ça c'est pour une seule année répartie selon plusieurs mois. Donc si on veut voir la variation de la température, ou bien analyser la variation de la température au bout de 30 ans, ou bien d'une période bien distincte, on peut analyser ça en regardant les pics, soit les pics maximaux, ou bien les pics minimaux. Donc on voit ici la variation est plus ou moins normale, mais il y a des pics, et ces pics nous donnent, si on analyse, ils nous donnent des indications sur des changements globaux dans la vie des humains et généralement dans l'industrie. Par exemple ici c'est avant
la guerre mondiale. Donc il y a une grande course industrielle. Pendant la guerre mondiale, il n'y avait rien. Ensuite, après la guerre mondiale, il y avait toutes les usines qui ont repris, tout le monde qui commence à travailler et à reprendre l'activité industrielle généralement. Donc il y a des pics de température. Et si on voit aussi la période allant de 86 jusqu'à 2006, on a ici une explosion des moteurs diesel qui émettent plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a aussi une augmentation de la température. Ici c'est à Bordeaux en France, entre 1926 et 2006. Donc c'est comme ça qu'on analyse les spectres de température, ou bien la variation de la température au cours de plusieurs années. Et ici, par exemple, on rajoute l'année 2020, on va voir que il y aura des pics minimes dus au confinement. Cette période de confinement due au virus coronavirus, donc elle va sûrement influencer sur des températures globales dans le monde, et on peut le constater sur les spectres de plusieurs années. Effet de serre, donc réchauffement climatique et effet de serre, on avait l'habitude chaque année de le voir avec les étudiants dans l'exposé. Donc il y a toujours un groupe d'étudiants qui vont faire un exposé sur le réchauffement climatique et effet de serre. Cette année, j'espère qu'on pourra le voir aussi. Il y a un groupe, 4 étudiants qui vont préparer un exposé sur le réchauffement climatique et effet de serre. Donc je demande à ces étudiants de le préparer et de me l'envoyer rapidement pour que je puisse le corriger et le donner aux autres étudiants. Sinon vous allez retrouver une petite, je vais finir d'abord par donner les références, quelques références pour enrichir vos connaissances et pour mieux approfondir ce cours. Pour la partie réchauffement climatique, je vous ai donné un petit résumé. Donc effet de serre et réchauffement climatique, juste un petit résumé sur les différents gaz, ainsi de suite. Donc malgré si on n'arrive pas à le faire avec comme exposé, vous avez ici un petit résumé. Donc le prochain cours sera les précipitations. Salam.